Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, nous allons faire escale tout au nord du Cotentin, du côté de Flamanville. Mais nous ne parlerons ni de la centrale nucléaire, ni du chantier du futur EPR. Il y a un demi-siècle, au même endroit, à Diélette, se tenait une mine de fer, unique en son genre. 15 km de galeries qui s'enfonçaient jusqu'à 150 mètres sous la mer. D'ailleurs, les infiltrations d'eau, c'était le problème majeur, l'ennemi des mineurs. Alors l'extraction a cessé en 1962, le site n'était plus rentable, mais la mémoire de la mine survit grâce à une association d'anciens. Voici La mine sous la mer, un film de Pierre-François Lebrun. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nom de Flamanville, on pense à la centrale nucléaire, à l'EPR, à ce chantier pharaonique qui semble ne jamais vouloir finir. Pourtant ici, l'aventure industrielle a débuté bien avant l'atome. Parmi les ouvriers qui ce matin rejoignent leur travail, beaucoup ignorent qu'avant eux, d'autres ouvriers faisaient le même parcours. Tout a commencé il y a 150 ans, au milieu des galets, à quelques encablures du port de Diélette. Ce puits a été creusé à partir de 1855 à cet endroit, pour la raison qu'il y avait des affleurements de minerais. Notamment on en voit en face de nous par exemple. Ces cailloux noirs là, ce sont des affleurements de minerais. Donc ils l'ont creusé jusqu'à environ 16 mètres de profond. Les ouvriers par contre ne pouvaient travailler qu'à marée descendante et marée basse parce que forcément le puits était recouvert quand la mer était plus haute, quoi, hein. On était comme dans un sous-marin, quoi, hein. Quand on voulait rentrer dans le puits, on faisait un quart de tour du couvercle et les gars descendaient dans le puits, hein. Il y avait du minerai entre 55 et même jusqu'à 62% de fer. Donc c'était vraiment du super minerai. Le seul problème, c'était l'extraction, qui n'était pas compatible, vu que la mer montait et descendait, bien sûr, hein. Ce puits a été abandonné en 1862. Et suite à ça, donc, le deuxième puits a été creusé à terre, à Guerfa, ce qui est maintenant l'entrée de la centrale, quoi. Le deuxième puits permet aux ingénieurs de confirmer leurs prévisions. Le minerai est de bonne qualité, mais le sous-sol est fragile et le site trop exposé aux intempéries. Deux nouveaux puits sont creusés sur une avancée de la falaise. À 90 et 150 mètres de profondeur, deux galeries permettent d'atteindre les veines du minerai de fer qui se situe sous la mer. En 1907, le célèbre industriel allemand Thyssen prend le contrôle de la mine. Il engage d'importants travaux pour améliorer la productivité du site. Une centrale électrique est créée. Une plateforme est construite au large, reliée à la côte par un téléphérique. Elle permet d'acheminer le minerai jusqu'aux cales des navires. La Grande Guerre met un coup d'arrêt au développement de l'activité. Propriété allemande, la mine est placée sous séquestre. Le personnel est mobilisé, les galeries sont noyées. L'exploitation reprend en 1930. De nouvelles galeries sont ouvertes. Dès la première année, plus de 50 000 tonnes de minerais sont extraites et expédiées par 18 navires. Devant la pénurie de personnel, la direction décide de recruter des ouvriers venus de toute l'Europe. Espagnols, Italiens, Polonais rejoignent Flamanville où ils sont logés à la cantine de la mine. Il y avait du boulot, hein. Il y avait toute la cité de Sainte-Barbe à faire. Alors ces jeunes-là, ils sont venus travailler là, bien sûr, en cantine, donc il y avait la cantine. Et beaucoup de ces gens-là, les filles se sont mariées avec des gens de Flamanville. Alors mon père, il venait de Tchécoslovaquie, c'était les régimes de l'Est, hein, qui n'étaient pas bien bons pour... ces gens partaient comme les Espagnols ont fait. Donc ils logeaient à la cantine. Enfin, c'était des chambres, hein. Il y avait une grande salle pour les ouvriers manger, quoi. Et puis, c'était pas facile parce qu'il parlait pas beaucoup le français. Il a appris tout seul. Il a connu ma mère qui travaillait à la cantine.
Donc il est né ce petit bonhomme-là qui est devant vous. En 1940, devant l'avancée des troupes allemandes, la mine est évacuée en urgence. Une nouvelle fois, les installations sont envahies par la mer. Il faut attendre 8 ans pour que la mine reprenne du service en 1948. Il faut vider les puits et remettre en état les galeries. La mission est confiée à une équipe de jeunes apprentis mineurs. Le dernier voyage a été terrible. Hein. Et puis alors, avec la peur au ventre, parce que les gens, ils disaient, vous allez peut-être tomber un jour. Les Allemands, quand ils l'ont quitté la mine, hein, on disait, ils ont mis des mines dans le puits et tout. Alors, une chance, hein, il n'y avait rien du tout. On travaillait avec les cirés et tout ça, on était plein d'huile et tout ça, mais 12 heures sur les pompes. Hein. Des fois, il y avait une panne de lumière ou quelque chose, il fallait qu'on remonte les pompes, parce que l'eau a remonté aussitôt. On a pensé qu'une chose, on a pensé à l'époque, si jamais ça défonce, on va avoir toute la mer sur la gueule, que j'ai dégringolé, hein, puis ça fait du bruit. Bon, tant pis, allez, on va partir à nettoyer tous les jeunes là-dedans, on savait pas ce qu'on faisait, quoi. Bon, ben, on a nettoyé, on a réussi à ouvrir la porte, on a remis le coupon de chemin de fer, on a fait tourner les locomotives. Les wagons étaient rouillés, la tuyauterie à air, il fallait remettre de l'air partout. Hein. Avant qu'on puisse miner, ça a duré au moins plus de 2 ans. On a commencé à nous faire miner avec le matériel de nos anciens, qui ne tenait plus parce que les écrous, ils avaient pris du jeu avec la rouille. Alors, mettre en route, tout bougeait comme ça, quoi. On arrivait le matin, on allait au magasin. Bon, il me faut autant de mèches, prendre les détonateurs, et après, on descendait avec notre matériel et la poudre. Une fois que la sécurité est établie, les chargeurs commencent à charger et tout. Et moi, je prépare mon matériel de forage. Et dans le minerai, il fallait jusqu'à 3/4 d'heure pour faire un trou de 2,40 m. Ça fonçait, là. Ça faisait du bruit, mais maintenant, c'est les écouteurs qui se portent trop bien. Quand on a commencé à perforer, nos épouses nous faisaient des petits coussins avec de la paille qu'on mettait sur l'épaule. Et on mettait le marteau perforateur, sur le coussin. Et puis le copain, il poussait derrière. Mais vous teniez l'appareil, quoi. Alors vous étiez comme ça. Mais on n'y pensait pas, hein. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas autre chose. Il fallait faire comme ça. Au départ, c'était à la mèche. À la fin, c'était le tir électrique. Tous les mineurs tiraient à peu près ensemble. Hein. Alors, ça faisait de la poudre qui explosait. Hein. Vous alliez vous camoufler 50 mètres derrière, et puis allez, pam, vas-y. On entendait les mines au jour. Hein. La terre tremblait. Hein. Ça brûle! Au fond, les infiltrations venues de la mer sont une menace permanente. Plus de 10 mètres cubes d'eau suintent dans les galeries chaque minute. La sécurité repose sur une station de pompage. En cas de panne, les hommes disposent de moins de 20 minutes pour évacuer la mine. On était torse nu avec les cirés sur le dos. Hein.